Bonjour Monsieur Jean-Didier Berger. Vous êtes maire de Clamart, vous êtes président du territoire Vallée Sud Grand Paris et premier vice-président de la région Île-de-France. Merci d'avoir accepté ce principe des questions-réponses sur une thématique qui vous est chère euh, et qui marque un engagement important au niveau de Clamart puisque c'est la lutte contre la corruption. Je vais vous poser 5 questions et vous inviter effectivement à y répondre au fur et à mesure. Première question. La ville de Clamart, dont vous êtes le maire, est la première collectivité territoriale française à se voir attribuer le label norme ISO 37001, attestant de votre pratique de gouvernance respectueuse de la déontologie anticorruption. Qu'est-ce qui vous a conduit à postuler à ce label et pourquoi était-ce important? Alors, en réalité, la première collectivité française à avoir obtenu le label ISO 37001, c'est la région Île-de-France. Mais comme je suis également à la région Île-de-France, les choses ne sont pas tout à fait liées au hasard. Et la ville de Clamart est la première ville de France et même d'Europe à obtenir cette labellisation ISO 37001. J'y tenais personnellement parce que je crois que la question de la confiance en politique est majeure. Si on veut éviter la défiance, la perte de confiance dans le personnel politique, il faut aussi donner des gages, apporter la preuve aussi de sa bonne foi. Et à Clamart, c'était tout particulièrement important puisque mon prédécesseur a été condamné pour corruption il y a quelques années de cela. Et la première mission que je m'étais fixée, c'était de rétablir ce lien de confiance avec la population à travers la gestion quotidienne, mais aussi à travers des mesures comme cette norme ISO 37001, mais d'autres également. La mise en place du scoring, par exemple, dans l'attribution des logements sociaux, est l'un des outils que nous avons mis en place. Il y a également la norme ISO 9001 sur les marchés publics de la ville, autant de garanties, de transparence et donc de démocratie apportée à la population. Écoutez, merci beaucoup pour cet premier élément de réponse. Deuxième question, sur quelle pratique spécifique cette reconnaissance au titre de la norme ISO 37001 est-elle fondée? En particulier, comment avez-vous déterminé le cadre d'action anticorruption? Avez-vous utilisé des standards de recommandation? Avez-vous également sollicité l'écosystème de la ville, les habitants, les personnels et aussi vos partenaires extérieurs? Tout le travail de labellisation repose sur la mise en place d'un système de management anticorruption. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Mais ce label, il est là pour d'abord montrer qu'on a mis en place tous les mécanismes pour prévenir la corruption et d'autre part, que nous avons également mis en place tous les mécanismes pour la détecter, pour être à l'écoute des signaux qui permettent de la détecter éventuellement et puis les systèmes qui permettent de la traiter si jamais elle devait advenir, à la fois une tentative de corruption qui viendrait de l'extérieur, affecter les services de la mairie, ou quelqu'un de défaillant au sein à la fois des élus ou du personnel communal. C'est la raison pour laquelle il faut associer l'ensemble des personnes qui interagissent au sein de la ville et même au-delà des partenaires extérieurs, notamment des satellites de la commune et de l'intercommunalité. Et donc, nous embarquons avec nous tout le monde pour faire en sorte d'avoir une cartographie des risques qui soit pertinente. Et puis ensuite, un système de management anticorruption avec des personnes référentes, avec des systèmes pour fixer des règles claires, connues de tous. Et puis, ce n'est pas une norme, un label qu'on obtient une fois pour toutes. Il y a chaque année une évaluation, un audit qui est fait, et donc nous devons sans cesse veiller à ce que ce système soit mis au goût du jour, transmis aux nouvelles personnes qui arrivent, et qu'il y ait une pérennité, une continuité et une pertinence constante de ce système de management anticorruption. Question numéro 3. Comment réalisez-vous l'évaluation du respect de vos objectifs? Avez-vous affecté une compétence dédiée au suivi du respect de la norme? Publiez-vous un suivi du respect de la norme en direction des habitants, des agents et des parties prenantes? Alors cette norme, nous en avons fait la publicité. D'abord, nous avons
veiller à ce que la remise de la certification se fasse de façon publique, devant le conseil municipal, retransmise auprès de la population pour avoir le maximum de transparence sur la démarche. J'en parle également régulièrement dans les réunions publiques et dans les manifestations, parce que je crois que c'est important de le faire et de le faire savoir. Nous avons une personne référente en interne qui a géré toute la mise en place et le suivi de cette norme. Et puis, il faut également savoir que, comme je le disais tout à l'heure, cette norme elle a pour but d'être opérante dans la durée. Et donc, nous avons des personnes qui sont référentes partout, dans toutes les directions, dans tous les services, pour faire en sorte d'avoir des points de repère sur le sujet. Question numéro 4. La corruption peut concerner des élus décideurs ainsi que des agents en situation de prescripteurs techniques. Elle concerne également les organismes corrupteurs qui peuvent pratiquer des approches très variées. Estimez-vous que vous avez réussi à sensibiliser les acteurs de la commande publique à l'exigence de probité publique? D'abord, ce que je dirais, c'est que toutes les collectivités, loin de là, ne sont pas en train de mettre en place cette démarche ISO 37001. Pourtant, elle est en grande partie, je dirais, sur le même champ que la loi Sapin 2. Et donc, en réalité, toutes les collectivités devraient avoir réglé un certain nombre de questions qui sont réglées par le biais de cette norme ISO 37001. Et dans le cadre de la loi Sapin 2, comme dans la norme ISO 37001, l'un des enjeux, c'est d'associer le plus largement possible les personnes qui sont susceptibles de commettre des actes de corruption ou d'être victimes d'actes de corruption ou de tentatives d'actes de corruption. Et donc, cette sensibilisation, elle passe à la fois par de la formation, par de la sensibilisation, par de l'information. Et donc, c'est l'ensemble de ces dimensions qu'il faut mettre en œuvre, pas simplement une fois, mais sur la durée, parce que une collectivité, c'est un corps vivant avec des personnes qui arrivent, des personnes qui repartent, avec des flux. Par conséquent, il faut que cette pérennité de l'action soit vraiment forte. Et le plus important, c'est de donner du sens à tout ça. On ne met pas en place des règles pour des règles. Si ces règles ne sont pas comprises, alors on passe à côté finalement de l'enjeu essentiel. C'est finalement de faire progresser aussi les réflexes de tout le monde et de donner du sens à tout ça pour que l'intérêt général soit toujours au cœur de l'action des services et des élus. Quand des partenaires extérieurs, des associations, des prestataires ou même des particuliers ont une attention vis-à-vis d'un élu ou vis-à-vis d'un agent, qu'il soit chef de service ou non. Il n'y a pas toujours derrière une volonté de corrompre. En revanche, il y a d'autres gestes qui sont des gestes de lobbying, des gestes même de corruption pure. Et donc, c'est aussi cela qu'il faut savoir détecter. Et la limite entre des actes désintéressés et des actes intéressés est difficile à déterminer. Et c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas cette sensibilisation, on passe à côté de quelque chose de très important. Merci. Question numéro 5, et donc une dernière question. Au regard des résultats atteints et de l'expérience que vous avez acquise dans la mise en œuvre de votre démarche, considérez-vous que celle-ci est aisément reproductible par d'autres collectivités territoriales? Il me semble que la démarche que Clamart a suivie, comme la région Île-de-France, oui, est facilement reproductible. Dès lors qu'il y a un peu de volonté politique, ça demande une implication forte, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande un suivi. Ça n'est pas un projet qu'on peut mener sur un coin de table, et ça demande vraiment la diffusion d'une culture auprès de ces équipes, que ce soit des équipes d'élus ou les équipes des services, et même auprès du public. Ça demande la diffusion d'une culture et presque d'un paradigme spécifique sur la question. Donc, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée, avec de la continuité. Et je pense que c'est dans la durée qu'on obtient
ensuite les résultats. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de difficultés, jamais de problèmes, mais au moins, on peut démontrer qu'on a fait ses meilleurs efforts pour les éviter, qu'on avait fait de la prévention et qu'on a su faire une bonne détection d'une part et régler, sanctionner ou purger le problème de la façon la plus pertinente possible. Et je crois que ça, c'est aussi un gage de confiance qu'on doit à la population d'une part et à tous les partenaires, collectivités autres, intercommunalités, prestataires. C'est aussi quelque chose qui est appréciable par l'ensemble des personnes avec qui la collectivité a à interagir. Monsieur Jean-Didier Berger, merci beaucoup pour, en tout cas, bon courage dans la poursuite de votre politique publique, en tout cas sur cette dimension, lutte contre la corruption au niveau des collectivités territoriales. Encore merci beaucoup. Merci Et à beaucoup. peut-être très bientôt.